Judaïque FM. Nouveau sur Judaïque FM, vous souhaitez voir nos animateurs et leurs invités en vidéo? Connectez-vous sur la chaîne YouTube Judaïque FM. Merci d'écouter Judaïque FM. Mon invité en studio avec moi ce matin, Mazarine Pinjot. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes avec nous pour nous présenter votre nouveau roman, Se taire, paru chez Julliard. Alors, ce roman, Se taire, on va commencer par parler de la couverture. C'est une couverture qu'on voit beaucoup, qu'on a vue en affiche, qu'on voit dans la presse. Racontez-nous. Oui, c'est un tableau de Magritte, oui. Surréaliste belge, où on voit le buste d'une femme nue, donc on voit sa poitrine, et ses mains qui cachent un visage qu'elle n'a pas puisqu'il est coupé. Et c'est une image très forte, très violente, qui est tout à fait en lien avec le sujet de mon livre, puisqu'il s'agit de se taire ou de ne pas arriver à se faire entendre. On pourra peut-être voir la nuance. Ça, on va en parler. Voilà, oui. et donc effectivement, il y a que le corps de la femme qui de ce fait devient un corps objet, et son visage, ce qui en fait la personne, quoi, ce qui en fait l'identité, n'existe pas. Et voilà, je trouve que c'était quand même un court-circuit assez. C'est hautement symbolique oui. Par rapport à votre roman. Alors, le thème, c'est le viol, on va le dire. C'est un thème dont on parle beaucoup en cette rentrée littéraire. D'autres auteurs ont écrit sur ce thème, entre autres Karine Thuil, que j'ai reçue il y a quelques semaines. Pourquoi le choix de ce thème ? Alors, le choix du thème, c'est, certes, ça commence par un viol, puisque c'est la grande scène inaugurale, mais c'est aussi sur la façon dont la société, d'une certaine manière, va organiser le silence autour de ça. Moi, ce qui m'intéressait vraiment, alors il y avait la question du viol, j'y reviendrai, mais il y avait la question de la parole d'une jeune fille qui se trouve être dans une famille particulière, à un moment particulier, donc dans des circonstances où elle ne peut pas parler, ou en tout cas on lui enjoint de se taire, oui. Parce qu'évidemment à chaque fois ce sont des histoires singulières, mais qui rencontrent aussi un moment qui est notre époque. C'est un roman qui est très contemporain, qui commence avant MeToo, mais qui continue pendant MeToo et puis au-delà, et qui est dans une sorte de temporalité à la fois complètement ancrée dans le réel et un petit peu à côté. Et effectivement la question du viol, moi, m'avait vraiment intéressé pour, alors d'abord bouleversé et ensuite intéressé pour... À quel moment avez-vous décidé de choisir ce thème pour votre roman ? En fait, sur cette question, alors après je vais répondre pourquoi avoir choisi et à quel moment. Cette question, en fait, pour moi, elle vient rencontrer quelque chose qui est assez fascinant, qui est vraiment le lieu de la plus grande intimité, puisque c'est le corps Bien de sûr. la femme, et en même temps un sujet qui est devenu aujourd'hui un sujet de société. Et comment le corps de la femme va rencontrer tout à coup un espace public où on parle, où on raconte par le menu comment se passe une agression sexuelle, ou sur la scène juridique aussi, Bien où sûr. il faut raconter ce qui s'est passé, etc. Et c'est cette collusion entre ce qu'il y a de plus intime et ce qu'il y a de plus public qui, moi, m'a toujours fascinée et passionnée. Alors ensuite, il y a évidemment la question du silence qui vient aussi rencontrer des problématiques qui me sont évidemment très intimes. Oui. Et puis enfin, voilà, c'est vrai que les écrivains sont pas complètement hors sol ou hors temps, et on est tous travaillés par les questions de notre époque. Et évidemment, moi, j'ai été aussi travaillée par MeToo, Balance ton port, la façon dont c'était traité à travers les réseaux sociaux, à travers les médias. Et où ça l'est encore, parce que cet été, il y a eu malheureusement une grosse actualité autour de cela également. Absolument. Et puis c'est pas fini, à mon avis. Non, malheureusement. Alors, c'est-à-dire que c'est tout le problème. On se dit à la fois heureusement, malheureusement. Heureusement dans le sens où ça a libéré une parole, et où ça a manifesté qu'il y avait quand même une omerta importante qui finalement validait une forme de domination, mais malheureusement dans le sens où ça prend aussi souvent la forme de la délation, et parfois d'une délation qui n'a pas de support, qui est déliée de toute réalité. Alors, donc on est dans cette ambivalence. Bien sûr, ça a libéré une parole internationale, on peut le dire. Absolument. Ça a libéré une parole à la fois internationale et féminine, dans le sens où ça a autorisé peut-être quelque chose. Je pense qu'aujourd'hui, une femme se sent en tout cas accompagnée, même symboliquement, pour pouvoir parler, et elle sait qu'elle sera peut-être plus facilement entendue qu'auparavant. Donc cette question
question de MeToo a au moins autorisé cette parole. Néanmoins, c'est pas pour autant qu'elle est facilement entendue selon les rapports de force en présence. Hein. Bien sûr. Et donc c'est aussi un livre qui est là-dessus, qui est sur comment entendre comment cette jeune fille, cette jeune Mathilde va pouvoir se faire entendre alors que personne n'a aucun intérêt à l'écouter. Ni aucun intérêt, ni aucune envie en plus. Absolument. Alors, au moment où vous avez commencé à écrire le roman, MeToo était déjà d'actualité ? Oui, c'était le début. C'était le début de MeToo. Et moi, je regardais ça très très intéressée par ce qui se passait. Et effectivement, mais c'est pas le mouvement lui-même qui a suscité le livre, bien que ce soit totalement dans cette période-là. Et évidemment, j'étais complètement traversée par tout ça. Non, je pense que c'est vraiment la collusion entre des histoires particulières et la mienne. Bien sûr, hein, c'est toujours quelque chose d'assez intime. Lorsqu'on écrit un roman, même si ce roman n'a plus rien à voir avec vous, ça reste toujours intime. Les thématiques sont profondément intimes, les questionnements sont profondément intimes. Et donc c'est vraiment la rencontre entre ça, ce phénomène de société, et la question du silence qui est ma question, je dirais. Alors justement, la question du silence, le titre du livre, Se taire, ça, je me suis dit, ça peut un peu prêter à confusion. Au moins au départ, quand on commence à lire le livre, parce que qui va se taire, la société ou la victime, ou finalement le violeur? C'est une très bonne question. En fait, tout le monde se tait. C'est un silence qui est accepté, partagé. Assourdissant et un silence complice, c'est-à-dire qu'il y a des complicités à tous les niveaux, pas au sens, même au sens, je dirais, abstrait, d'une certaine manière, même elle finit par être complice dans la mesure où elle ne parle pas. Alors elle est pas très aidée, hein, elle est pas très accompagnée. Non. Et puis bon, on va pas en plus accuser les victimes de ne pas parler, mais parce que c'est très difficile. Mais néanmoins, à un moment donné, d'une certaine manière, elle se sent elle-même complice, c'est-à-dire qu'elle éprouve une forme de culpabilité à ne pas parler. Mais sauf qu'elle est tenue entre le fait de ne pas y arriver ou de pas être entendue. Il y a les deux degrés. Et en même temps, de l'autre côté, de se dire, mais tant que je parle pas, finalement, c'est tout bénef pour lui, quoi. C'est vrai que le silence est toujours une forme de complicité. Et alors, justement, donc, sans trop dévoiler, parce que j'ai très envie qu'on lise votre livre et j'ai pas envie de trop dévoiler, mais en fait, bon, vous le dites dans la 4e de couve, l'homme qui la viole est prix Nobel de la paix quand même. Oui, non mais c'est important parce que c'est une histoire qui se situe vraiment dans le milieu médiatique. Elle-même fait partie d'une famille qui est connue, chanteur, poète, enfin voilà, sur la scène culturelle française. Oui, son père est un des plus grands chanteurs. Il est extrêmement populaire, tout le monde l'aime bien. Comment avez-vous l'idée de lui donner un père? Il y a pas de réalité derrière cela. Non, il y a pas de réalité, mais je trouvais ça intéressant. Alors évidemment, moi, ça m'intéresse toujours la question du rapport de la fille dans une famille où le nom finalement étouffe l'identité et l'individualité. Oui. Mais en plus, c'était important pour moi de situer cette histoire dans le champ médiatique, précisément parce que je voulais interroger les relations sur la scène médiatique des rapports de force et de cette domination. Et le fait qu'elle appartienne à une famille qui a intérêt à se taire, elle n'a pas envie de scandale, cette famille, elle n'a pas envie d'entacher son nom, et qu'elle soit face à quelqu'un qui est absolument incontestable en termes de morale, en termes de posture, qui est tout puissant, personne n'a envie de se confronter à lui pour diverses raisons. D'abord parce qu'effectivement il a du pouvoir, mais aussi parce que tout simplement on remet pas en cause sa parole. C'est impossible de remettre en cause sa parole. Et donc pour toutes ces raisons en fait qui sont d'une certaine façon la valeur d'une parole sur le marché, quoi. C'est vraiment ça, que la valeur d'une parole sur le marché par rapport à la valeur de la parole de l'homme, enfin pas seulement parce qu'il est un homme, hein, mais surtout parce qu'il a une position sociale extrêmement importante, elle a une valeur beaucoup moindre en termes de parole. Et donc finalement, on est quasiment dans une question économique du poids de la parole. Oui. Vraiment, oui, c'est de ça dont il est question. Alors, à travers le parcours de vos personnages, il y a Mathilde, il y a sa sœur, il y a son mari également. Il y a des thèmes très actuels qui sont évoqués dans le roman. Le choix du compagnon de votre héroïne, qui est d'origine égyptienne, m'a beaucoup intéressée. Vous décrivez l'Égypte avec force détail, une acuité, un réalisme. En tous les cas, pour moi qui n'y suis jamais allée, et je voulais savoir si vous,
vous vous y êtes rendu? Parce que quand on vous lit, on voit l'Égypte, on voit les villes, on sent même les odeurs. Oui, j'y suis allée notamment à Alexandrie, puisque ça se passe essentiellement à Alexandrie. J'y suis allée et moi j'ai toujours adoré en fait faire des carnets de voyage, écrire lorsque je voyage, mais écrire surtout les petites choses, les détails, les ambiances, les plats, les goûts, les couleurs. Et donc je me suis rendue à Alexandrie, pas pour le livre. Hein, pour le livre. Hein. Non. Un jour c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire, ça, décider de partir quelque part pour écrire dessus. Mais à chaque fois, je profite d'être quelque part pour me dire, tiens, ça c'est un lieu où je voudrais qu'il se passe quelque chose à un moment donné dans mon roman. Et donc, ça s'agence comme ça. Mais au départ, c'est pas avec cette idée... Voilà, quand j'étais à Alexandrie, c'était bien avant l'écriture de ce roman, et tout m'avait marqué. Et j'avais ce désir que ça existe quelque part à un moment donné dans un livre, et ça oriente évidemment aussi le choix du personnage masculin. Et c'est souvent comme ça dans plusieurs de mes livres où il y a des lieux que j'ai aimés ou que j'ai visités sans forcément les aimer, mais qui sont présents. Et je trouve que c'est très important. L'Égypte, vous avez aimé? Alors l'Égypte, c'est un pays que j'adore. Vous êtes allé plusieurs fois? Oui, j'y suis allée plusieurs fois, mais ça faisait longtemps que j'étais pas allée. Et Alexandrie est une ville difficile. C'est pas une ville. On le comprend. Ouais. On le comprend, oui. Ouais, c'est pas une ville du tout touristique. C'est pas une belle ville. Non. Alors qu'elle a été sublime, mais on voit bien qu'elle a été sublime et qu'elle est complètement recouverte par la poussière, par la pollution, puis par une forme d'indifférence. Hein, il faut bien le dire. Et puis aussi de misère, hein, évidemment. Et c'est une ville qui est une ville où il est difficile de se déplacer. Ouais, tout est difficile. C'est une ville violente dans le sens où on sent tout le passé, la richesse du passé, et on voit tout est recouvert. Enfin, c'est une ville très étrange, mais très fascinante pour ça. Moi, j'ai été passionnée par cette ville. Un peu enterrée? Un peu, disons, enfin. Par rapport au Caire, alors bon, le Caire, c'est une ville aussi folle où rien ne s'arrête jamais. La nuit était aussi intense que le jour. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui est fascinant en Égypte. Alexandrie, un peu moins. C'est quand même plus une ville de province, mais quand même, ça reste très très fort. Non, mais puis l'Égypte, moi, on sait, a plein de visages. Hein, le visage des pharaons, et puis elle a le visage de l'Égypte contemporaine. C'est un pays tout à fait fascinant. Alors justement, votre héros, en fait, Fouad, donc le mari de Mathilde, Fouad parle de son pays avec un attachement, avec une véracité. Je me suis dit que vous aviez dû rencontrer dans la vraie vie des personnes, des gens, des Égyptiens ou des Égyptiennes qui vous parlaient avec un tel bonheur de leur propre pays. Pas forcément des Égyptiens, même si j'ai des connaissances égyptiennes, pas parmi mes meilleurs amis, mais j'en connais. Mais en revanche, cette question plus de l'exil, disons, qui n'est pas en exil, qui est un exil parce qu'il choisit de partir, que c'est compliqué de revenir au moment où il aurait pu revenir. La situation en Égypte est compliquée. Il y a déjà eu la révolution, etc. Et on parle beaucoup de la révolution d'ailleurs. Absolument. Oui. Et donc des figures d'exilés, quel que soit le degré de l'exil, un exil volontaire ou un exil obligé, ça j'ai effectivement rencontré. C'est quelque chose. C'est une dimension à laquelle je suis assez sensible. Le rapport au pays, à la terre natale, et la difficulté de vivre loin, dans un pays comme la France, qui est pas toujours aimable vis-à-vis des minorités. C'est vrai. Enfin, c'est toute cette difficulté-là et qui fait que, alors un homme, et en l'occurrence Fouad, qui est un personnage pas très sympathique, pas toujours très sympathique, mais qui en même temps, on sent la douleur chez lui, est quelqu'un qui a été splendide dans son pays et qui est un peu humilié en France. Et cette humiliation va rejaillir dans leur couple parce qu'il va devenir, lui, à son tour dominant. Enfin, c'est la difficulté aussi pour un homme d'être loin des siens et finalement seul, et de devoir construire quelque chose qui relève d'une identité forte, en France, dans un couple avec une jeune fille française. Il l'a choisie aussi parce que c'est la fille d'une famille française qui a pignon sur rue, et quelque part c'est comme son passeport, pour lui. C'est quelque chose, c'est comme une forme d'accueil formidable dans ce pays qu'est la France. Enfin voilà, il y a toutes ces dimensions là qui irriguent leur couple et qui le complexifient un petit peu. Il y a une chose que je me
suis demandé, parce que ce n'était pas très clair pour moi, mais peut-être que, en fait, c'est moi qui n'ai pas compris, on est d'accord, c'est que quand il l'a choisie, parce que c'est lui qui l'a choisie, est-ce qu'il sait qui elle est? Il le sait rapidement. Oui, il voit tout de suite qui elle est, mais il fait mine de pas le savoir. Ah, on est d'accord. Ouais. Donc il sait qui elle est. Il sait très bien. C'est pas que par intérêt. Hein, c'est quelque part, ça vient, cautériser sa plaie et lui donner une forme d'identité. C'est comme si c'était par elle, il avait une identité de substitution. D'accord. Parce qu'au début, on n'est pas tout à fait sûr de cela. Parce que c'est un personnage qui est un peu pervers, qui montre pas son jeu tout de suite. Non, il est assez pervers, on peut le dire. Mazarine Pinjot, vous êtes avec nous ce matin pour le livre Se taire, paru chez Julliard. On va marquer une pause, on se retrouve juste après. Judaïque FM. Nouveau sur Judaïque FM, vous souhaitez voir nos animateurs et leurs invités en vidéo? Connectez-vous sur la chaîne YouTube Judaïque FM. Et l'on retrouve Mazarine Pinjot pour son livre Se taire, un roman paru chez Julliard, l'un des romans de la rentrée. Alors, Mazarine Pinjot, pour les auditeurs qui viennent de nous rejoindre, donc c'est l'histoire d'un viol. Mathilde, votre héroïne, est victime d'un viol. On va pas résumer. Moi, j'aimerais parler beaucoup, j'aimerais parler de la psychologie de Mathilde, parce que elle a une psychologie quand même qui m'a paru particulière, parce que dans le titre Se taire, elle accepte aussi de se taire. C'est une acceptation. Elle laisse faire, elle se tait. Voilà. Et j'avais envie de lire un extrait, si vous êtes d'accord, et on en parle juste après. C'est dans le chapitre d'une Ithaque à l'autre. Nous finissons par faire nos bagages la veille du départ, mais le lendemain, il m'annonce qu'il a un rendez-vous important avec un client potentiel. Il a bien essayé de le déplacer, mais c'est trop compliqué. Il me rejoindra tout de suite après. Et si ça ne m'embête pas, je peux prendre quelques-unes de ses affaires. Comme ça, il sautera dans le train juste après son rendez-vous. C'est pour aller voir sa famille, c'est au moment. Je suis en colère, mais que puis-je faire contre un rendez-vous professionnel dont je n'ai pas la force de douter? Quand même, c'est un moment très fort où elle commence à se poser des questions. N'ai-je pas été élevée avec cette priorité constamment donnée au travail, les concerts, les enregistrements, les tournées étant toujours plus importants que les dîners familiaux, les vacances, les week-ends, mon anniversaire? Un rendez-vous professionnel a la mystérieuse vertu de ne pas appeler la remise en question. C'est aussi un mot très fort. C'est quand même un des passages où votre héroïne prononce des mots importants, je dirais. Parce qu'il n'est pas amovible et ressemble à ce que les Grecs appellent le destin. J'ai donc pris une bonne partie de ses affaires et je me suis dirigée vers la gare de Lyon, le dos meurtri par la lanière d'un sac bourré à craquer. Je m'observe dans la foule avec un rire mauvais. Je me vois en âne stupide, sans faculté aucune de désobéir, et y trouvant peut-être un certain plaisir. J'ai été bien dressée et je déteste ce que je vois de moi. Je déteste encore plus me détester sans pouvoir rien faire. Je suis cette impuissance-là, dedans et dehors à la fois, agissant au contraire de mes principes, au retour de moi-même, avec une complaisance scandaleuse. Jusqu'où irai-je dans la haine de moi? Jusqu'à quelle compromission? C'est très très fort. J'ai eu l'impression que dans ces 20 lignes, il y avait presque tout. Qu'en dites-vous? Oui, c'est vrai. C'est Mathilde qui finalement, dès son enfance, parce qu'il y a eu le viol qui a coupé sa vie en deux, mais en réalité il y a déjà l'enfance où
elle est dans une famille où l'important c'est la carrière des parents et la carrière du père à laquelle la mère se consacre pleinement. Et donc tout ce qui est important, c'est de valoriser l'image du père. Et donc par exemple, il y a une photo, enfin elle a une photo souvenir avec son père, mais en fait qui est une photo complètement travaillée pour un journal. Et tout ce qui relève de l'intime finalement a été un peu balayé au profit de cette image. Donc déjà, elle a été un peu niée, elle comme sa sœur, hein, Clémentine. Oui. Elles ont été un peu niées comme individus, et l'important c'était qu'elle soit gentille, jolie, et qu'elle fasse pas trop de bêtises, qu'elle se tienne bien et qu'elle fasse jolie sur la photo. Donc déjà, elles ont été élevées dans une forme de, enfin, assez destructrice du narcissisme, enfin de l'amour de soi, même si c'est une famille plutôt sympathique, aimante. Enfin, c'est pas une famille violente ou quoi que ce soit. Mais néanmoins, il y a des formes de violence insidieuse beaucoup plus silencieuses. Et celle-ci en est une. Et puis, je m'excuse, là, vous parlez de la photo sur laquelle elle a été repérée par son violeur. En plus, ouais. En plus, ouais. Donc tout se rejoint. Parce qu'elle est très jolie, c'est important aussi. C'est une fille très jolie. C'était important pour moi qu'elle soit jolie parce que cette beauté la dépossède aussi d'elle-même. C'est-à-dire on s'intéresse à elle parce qu'elle est jolie, pas parce que elle pense ça ou ça et ça. Donc à tous les niveaux, en fait, elle est dépossédée d'elle-même très tôt. Elle est dépossédée à nouveau d'elle-même à travers l'agression sexuelle qu'elle subit, le viol qu'elle subit. Donc là, elle est dépossédée de son corps, et à partir de ce moment-là, elle va vraiment vivre à côté d'elle-même, dans une dissociation totale, à côté de son corps, totalement désincarnée. Et elle est en même temps extrêmement lucide et extrêmement intelligente. Donc elle se regarde s'abîmer, elle se regarde se détruire, elle se regarde s'abîmer dans la passivité et la soumission. Et il y a quelque chose de très malsain et de très masochiste, évidemment, dans sa position. Et il y a une puissance du masochisme, hein. Il y a une forme de jouissance même du masochisme. À partir du moment où elle n'a pas les armes pour dire non et pour se révolter, puisqu'elle n'est pas assez étayée, pas assez forte, à partir du moment où elle n'a pas ces armes-là, elle va choisir des armes contraires qui sont la puissance du masochisme. Oui. Et c'est vrai que d'une certaine manière, elle est tellement à côté d'elle-même que c'est compliqué pour elle de retrouver le fil, enfin de retrouver le sens de sa vie. Elle va, au fur et à mesure, c'est la maternité qui va changer ça d'une certaine manière, parce que l'enfant va la réincarner, elle va à nouveau éprouver son corps, enfin son corps va être à nouveau vivant, et par là, ça va être le début peut-être d'une récupération lente de quelque chose qui serait de l'ordre d'un amour de soi, au moins minimal. Mais c'est quelqu'un qui ne se respecte pas aussi parce qu'elle n'a jamais été respectée. C'est ça. Et c'est tous les mécanismes, effectivement, du masochisme. Et l'expression, la haine de soi est très très forte. Ouais, mais c'est de ça dont il est question. C'est de ça dont il est question, et ce qui est terrible, c'est que je pense que outre l'histoire de Mathilde, le fait d'être violée peut complètement instiller de la haine de soi, alors qu'on est victime et que évidemment on n'y peut rien. Eh bien, néanmoins, cette fracture de l'identité, cette violence qui est faite à son corps, peut assez rapidement s'associer à une forme de haine de soi, ce qui est tragique, puisque c'est évidemment, rationnellement, ça n'a pas de sens, mais psychologiquement, ça en a, malheureusement. Alors, j'aimerais qu'on parle quelques instants de sa sœur, parce que sa sœur, à travers vos écrits, semble être la seule à la soutenir physiquement, concrètement, psychologiquement, à lutter, à être dans la révolte, en fait. Oui, c'est le seul petit soleil de sa vie. Clémentine, qui est sa sœur aînée, qui est un peu moins jolie, un peu plus revancharde, un peu plus très sportive. Voilà, très sportive. Elle fait du roller derby, c'est un sport. Je l'ai découvert grâce à vous. Oui. Et un sport de guerrière, quoi, où on se frappe, on se frappe. Il faut rentrer dans des lignes, donc c'est un sport de contact qui peut être assez violent et en même temps très sexy. C'est des filles qui sont en roller et donc Clémentine, elle est dans une forme de révolte et elle aide sa sœur, mais elle est pas assez révoltée par rapport à ses parents, enfin dans le sens où elle fait quand même partie de la famille. Elle est vraiment entre deux. En même temps, elle fait partie du clan, donc elle suit elle aussi d'une certaine manière la loi du clan, tout en la remettant en question. Mais elle la remet en question plus à l'intérieur qu'à l'extérieur, quoi. C'est ça. Et donc ça ne suffit pas pour passer vraiment le pas.
Mais elle la soutient et elle la soutient tout en s'occupant du petit beaucoup. Oui, elle la soutient, c'est une vraie sœur, quoi. Elle l'héberge, elle lui remonte le moral, elle s'occupe de l'enfant. Enfin, elle est vraiment, elle est présente comme on aimerait tous avoir une sœur comme ça, quoi. Oui, c'est vrai. Combien de temps avez-vous mis à écrire ce livre ? Alors, je l'ai écrit très rapidement dans un premier jet. Vraiment, ça a dû durer quoi, un mois et demi. Enfin, oui. Ouais, mais c'était vraiment une écriture très tendue. En revanche, après, j'ai mis beaucoup de temps. Je l'ai laissé reposer. Je l'ai repris. Je l'ai relaissé reposer. Enfin, il y a tout un temps comme ça de maturation, tout de un retravail. Ouais, exactement. Un processus qui fait partie de l'écriture. Et chaque livre a son processus différent. Enfin, voilà, le précédent n'a pas été écrit dans les mêmes conditions. Et donc, l'écriture en soi était rapide. Mais en réalité, le livre finalement a pris un an, à peu près 1 an et demi, je dirais. Alors, il est arrivé à maturité, il a été édité, il est sorti déjà il y a quelques semaines. Quelles ont été les réactions que vous avez eues qui vous ont peut-être le plus plu, voire le plus indigné ? Alors pour l'instant, c'est des réactions donc surtout de lecteurs, notamment dans les salons quand je voyage et que je peux rencontrer les lecteurs. C'est des moments vraiment privilégiés où on peut rencontrer ces lecteurs. La plupart des réactions de ceux qui l'avaient lu, parce que souvent les gens viennent parce qu'ils ne l'ont pas lu justement encore pour venir l'acheter et discuter. C'est souvent alors les plus émouvantes, c'était souvent des gens qui ont subi évidemment des agressions sexuelles et qui viennent me dire que c'est les mots qu'ils auraient voulu employer et que ça leur a d'une certaine manière ça les a un peu réconciliés avec eux-mêmes, quoi. Ouais, c'est toujours compliqué rencontrer des mots qui font écho à quelque chose que vous avez vécu de façon extrêmement intime et qui n'a pas été mise en mots. C'est toujours une expérience assez forte, je pense. Et donc ça, c'est les témoignages les plus émouvants que j'ai pu recueillir. Et il y en a un certain nombre quand même. C'est-à-dire qu'il y a quand même un certain nombre de femmes qui ont subi des agressions sexuelles. Oui, c'est vrai. Et sur la question du silence aussi, parce que il y a d'autres formes, sans subir nécessairement une agression sexuelle, la question du silence, il existe aussi des maltraitances qui sont pas physiques mais psychiques, et la difficulté de dire, de dénoncer, de se débattre, etc. Là aussi j'ai eu des témoignages. C'est surtout ce type de lecture que j'ai pu entendre. Sinon des choses plutôt sympathiques. En général, quand on vient vous voir, c'est plutôt pour être sympathique. J'en suis sûre. Voilà, donc c'est plutôt chouette. Quel sujet auriez-vous souhaité aborder que nous n'avons pas abordé ? Et ce sera ma dernière question, parce qu'on ne peut pas parler de tout. Bien sûr, mais en même temps, je pense qu'on a abordé quand même à peu près... on a beaucoup de choses importantes. La question de la médiatisation, la façon dont les débats... dont ça devient des débats publics. Et d'une certaine manière, juste pour revenir sur la famille de Mathilde, lorsqu'ils lui disent de ne pas parler, c'est aussi pour la protéger. C'est ça qui est ambivalent, parce qu'ils savent que le jour où elle parlera, ça sera un scandale, puisque l'agresseur est extrêmement connu. Elle est pas connue, mais ses parents le sont. C'est donc, pour ne pas la mettre en avant. Donc ils veulent la protéger, mais c'est toute la difficulté de la protection. Est-ce qu'on protège quelqu'un en lui disant de se taire ? Mais la question reste ouverte. Ensuite, moi je pense qu'il faut toujours parler, pas forcément à tout le monde, il faut trouver son interlocuteur. Mais c'est à partir d'une parole libérée qu'on peut commencer à se réparer un petit peu. C'est vrai. Mazarine Pinjot, Se taire, un roman paru chez Julia. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et on vous souhaite une très belle année. Merci Mazarine Pinjot. Au revoir. Merci à vous.